Le journal de l'Afrique en direct du studio, Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la mort du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, hospitalisé depuis début mars à Paris et transféré en urgence en Allemagne samedi dernier. Le chef du gouvernement a succombé à un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans. Son état de santé s'était brusquement dégradé ces derniers jours. Nous serons à Abidjan dans ce journal. La Libye, qui a un gouvernement d'union nationale. Le Parlement a voté sa confiance au cabinet proposé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibh. Ce gouvernement devrait conduire le pays à des élections présidentielles et législatives le 24 décembre prochain. Le décryptage de Julie Dungeloff dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous irons au Mali à la rencontre d'une femme rappeuse, un art surtout pratiqué par des hommes. Mais vous allez le voir, elle se bat pour encourager d'autres femmes à se lancer. Reportage de notre correspondante Anne-Fleur Lespio à suivre. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Déclaration sur Twitter du président ivoirien Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko est mort des suites d'un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans. Il avait été nommé à ce poste en juillet dernier en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, lui aussi décédé brusquement. Son portrait signé Nicolas Germain. Ahmed Bakayoko était l'un des poids lourds de la politique ivoirienne. Avant d'être nommé Premier ministre en juillet 2020, il avait été ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. Situation de crise, il faut anticiper et il faut avoir de l'imagination. Au début du mois, il a été hospitalisé en France, puis il a été transféré d'urgence en Allemagne. Il est mort à l'âge de 56 ans d'un cancer. Ahmed Bakayoko avait servi de négociateur entre des factions rivales lors du conflit qui avait déchiré la Côte d'Ivoire au début des années 2000. Certains voyaient en lui un possible successeur un jour au président Alassane Ouattara. Cet ancien journaliste qui mesurait près de 2 mètres était aussi connu à Abidjan pour sa passion des boîtes de nuit. Certains Ivoiriens diront qu'il y a une malédiction pour leur chef de gouvernement, car il est le deuxième Premier ministre du pays à mourir en moins d'1 an. Quand il a été nommé en juillet, c'était en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, qui venait de décéder d'une crise cardiaque. Gon Coulibaly devait être le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2020. Son décès avait amené Alassane Ouattara à revenir sur sa décision de ne pas briguer un 3e mandat. Nous sommes en direct d'Abidjan avec notre correspondant Thaïs Brouk. Thaïs, bonsoir. Le pays est en deuil de nouveau et c'est de nouveau aussi un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, quelques mois après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, qui était Premier ministre et qui était surtout le dauphin désigné d'Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre dernier, eh bien, vous l'avez dit, c'est un nouveau coup dur pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le président Alassane Ouattara. L'annonce du décès d'Ahmed Bakayoko a été faite via un communiqué à la télévision nationale, la RTI, et puis sur les réseaux sociaux, le président Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage à Ahmed Bakayoko. Il a dit notamment qu'il le considérait comme son fils et il a parlé d'un grand homme d'État, un modèle pour la jeunesse, et il a parlé aussi de la loyauté d'Ahmed Bakayoko envers lui. Alors pour rappel, Ahmed Bakayoko avait été évacué depuis la Côte d'Ivoire vers la France le 18 février dernier, et puis ensuite son état de santé s'était aggravé. Il avait été ensuite évacué vers l'Allemagne, pays au sein duquel il est malheureusement décédé à l'âge de 56 ans d'un cancer. Lundi dernier, comme par anticipation, ou en tout cas face à l'aggravation de l'état de santé d'Ahmed Bakayoko, Alassane Ouattara, le président Ouattara, a nommé un Premier ministre par intérim en la personne de Patrick Hachi. Patrick Hachi était jusque-là le secrétaire général de la présidence. Il fait partie, comme Ahmed Bakayoko, du premier cercle d'Alassane Ouattara. Et puis il avait aussi nommé par intérim un ministre de la Défense, son frère cadet, Téné Birahima. Merci beaucoup Thaïs Brouk. Nous reviendrons avec vous sur les réactions ces prochains jours suite à la mort du Premier ministre ivoirien. Le Parlement libyen a approuvé le gouvernement du Premier ministre par intérim Abdelhamid Dbeibh, un cabinet formé dans le cadre d'un processus supervisé par les Nations Unies. Ce gouvernement a pour objectif d'organiser des élections législatives et présidentielles d'ici le mois de décembre. Notre grand reporter Julie Dungeloff, tout juste de retour de Libye, a suivi justement cette tractation lorsqu'elle était à Tripoli pour la formation de ce cabinet. Écoutez son expertise.
C'est très salué un peu partout en Libye, qu'on soit à l'est ou à l'ouest du pays. Une grosse étape du franchie pour ce nouveau Premier ministre Abdelhamid Dbeibah. Vous l'avez dit, 61 ans, c'est un homme d'affaires de Misrata, un milliardaire que l'on compare parfois à Donald Trump, qui a fait fortune sous l'ancien régime, donc sous Kadhafi. Il a obtenu la confiance là où l'ancien gouvernement d'union nationale n'avait pas réussi en 2015. Fini les deux cabinets à l'est et à l'ouest du pays. Aujourd'hui, eh bien, il obtient un gouvernement qui va représenter toute la Libye. C'est la suite d'un long processus qui avait été engagé sous l'égide des Nations Unies. Abdelhamid Dbeibah, il a été nommé par 74 Libyens réunis à Genève le 5 février dernier. Et depuis, il n'a eu de cesse que de consulter à l'est, à l'ouest du pays, au sud, pour tenter eh bien, de créer ce nouveau gouvernement et d'obtenir la confiance du Parlement. Un symbole important, c'est que ce Parlement, il a été réuni à Sirte. Sirte, c'est vraiment la ville frontière en Libye entre l'Est et l'Ouest. Donc 121 parlementaires sur 132 ont voté la confiance pour Abdelhamid Dbeibah. Il est clair qu'aujourd'hui, le symbole est fort. Ça montre qu'il y a une volonté d'union. On l'a vu d'ailleurs, nous, quand on était sur place, nous sommes rentrés il y a 10 jours. Nous étions dans le même hôtel qu'Abdelhamid Dbeibah pendant qu'il était en train de consulter et on a vu le balai de ces politiques libyens qui venaient de tout le pays, du sud, de l'Est, de l'Ouest. On les a vus multiplier les déplacements à l'Est notamment, rencontrer notamment Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, lui qui avait mené la dernière offensive contre Tripoli qui s'est achevée en octobre dernier. Donc c'est un moment fort pour la Libye et pour les Libyens. Et il se dit dans la presse libyenne qu'un autre symbole fort va être annoncé bientôt parce que le gouvernement pourrait prêter serment à Benghazi, donc la ville de l'Est. Après plusieurs jours d'importantes manifestations qui ont conduit à des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre au Sénégal, le calme est de retour à Dakar. Les appels au calme de l'opposant Ousmane Sonko et du président Macky Sall ont été entendus par les jeunes. Les activités ont repris leur cours normal, comme vous le voyez sur ces images tournées à Dakar, aux parcelles assainies par notre correspondant Eliman Dao. Hier, nous donnions la parole à Yaya Dillo, opposant tchadien en fuite. Son domicile avait été pris d'assaut fin février par l'armée et la police qui étaient venus l'arrêter. Sa mère et son frère ont été tués ce jour-là. Après son témoignage, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS, parti au pouvoir. Dillo doit s'interroger. Autant nous sommes tous peinés que cette maman de 80 ans ait eu à perdre la vie, que ce jeune de 11 ans ait eu à perdre la vie, que ces deux militaires aient eu à perdre la vie, que ces trois policiers soient blessés. Mais c'est du fait de qui? Si M. Yaya ne s'était pas entêté, n'avait pas défié l'autorité de la justice, eh bien, mandat d'amener ne serait pas envoyé. C'est parce qu'il s'est cru au-dessus de la loi. Mais le Tchad est un état de droit. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en Afrique du Sud, un passant a été tué par balle mercredi à Johannesburg lors de la dispersion par la police d'une manifestation. Des affrontements ont éclaté après l'utilisation par la police de balles en caoutchouc pour disperser un groupe d'étudiants qui bloquaient les rues et perturbaient la circulation dans le centre-ville. L'ONG Human Rights Watch remet en question le bilan officiel des autorités équato-guinéennes après les 4 déflagrations meurtrières survenues à Bata, capitale économique du pays. Le bilan officiel fait état de 105 morts et 615 blessés. En Ouganda, la ministre de la Santé, Jane Asseng, a reçu sa première dose de vaccin. Elle est la première personne à se faire vacciner contre le Covid-19 dans le pays. L'Ouganda lance sa campagne de vaccination avec plus de 850 000 doses de vaccin AstraZeneca reçues grâce au dispositif COVAX. Les questions autour de l'état de santé du président tanzanien John Magufuli. Cela fait plus d'une semaine qu'il n'a pas été vu en public et un de ses proches collaborateurs est décédé du Covid-19. John Magufuli a défrayé la chronique pour avoir nié l'existence du coronavirus. Direction à présent Maurice, l'île Maurice. L'archipel a entamé ce mercredi un confinement national jusqu'au 25 mars pour la deuxième fois depuis l'apparition du Covid-19 dans l'archipel de l'océan Indien il y a un an. Voyez ce reportage de notre correspondant Abdoulaye Rali.
Du jour au lendemain, Rosyl est devenue une ville fantôme. Cet habitant est désemparé en ce premier matin de confinement. Je ne savais pas s'il y avait un lockdown complet dans le pays. D'habitude, je prends le métro pour aller à Beaubassin. Et aujourd'hui, je ne vois pas ni métro, ni aucun autobus sur la gare de Rosyl. Le pays entier est à l'arrêt. Cette autoroute, véritable fourmilière en temps normal, dévoile ce matin une autre perspective. Les policiers contrôlent tous les déplacements, même ceux de leurs collègues. Seule la police, les hôpitaux et une poignée de fonctionnaires sont en service, comme ce douanier, crucial pour assurer que le pays ne manque de rien. Si le conteneur n'est pas vérifié, éventuellement, il n'y aura pas de livraison. Et s'il n'y a pas de livraison, il y aura manque de produits sur le marché mauricien. Ce reconfinement suscite des questions. Fallait-il adopter une décision si draconienne avec seulement 15 cas positifs? Cette épidémiologiste française réputée conseille le gouvernement mauricien. On sait très bien que lorsque l'épidémie démarre, il faut agir vite. Notre but est d'essayer, on ne sait pas si on va y arriver, de contenir à nouveau cette épidémie comme nous l'avions fait lors de la première vaguelette que nous avons eue. Nous essayons. 2 foyers épidémiques, 6 variants africains et un variant anglais ont été découverts dans l'île. Maurice ne veut prendre aucun risque, surtout que les gestes barrières ne sont toujours pas bien respectés. Pour finir, on part à Bamako, au Mali, à la rencontre d'une jeune femme. Elle s'appelle Ami Yerewolo. Elle est rappeuse, un milieu peu accessible aux femmes dans le pays. Elle a réussi à se faire une place et elle encourage d'autres femmes à se lancer. Reportage de notre correspondante Anne-Fleur Lespio. Dans son salon transformé en studio d'enregistrement, Ami Yerewolo improvise sur ses chansons en bambara. Des mélodies inspirées de musique traditionnelle malienne, transposées au hip-hop. À 29 ans, la première rappeuse professionnelle du pays résume son parcours dans Aïe, son 3e album. Nous les femmes qui faisons du rap, c'est compliqué parce que nous, la société ne veut même pas nous voir dans ça parce qu'on doit avoir d'autres priorités qui n'est pas forcément de s'intéresser à un milieu qui peut nous amener vers la délinquance. Je peux aussi montrer l'autre façade du rap, comme quoi on peut être rappeuse, respectueuse, savoir d'où l'on vient et transmettre des vraies valeurs à travers le hip-hop. Après 10 ans de combat dans l'ombre, Ami émerge peu à peu sur la scène musicale. À Bamako, le concours qu'elle organise chaque année est l'occasion de transmettre sa passion et d'encourager les rares rappeuses maliennes. Ce jour-là, répétition générale avant le spectacle pour Olivia. La jeune femme de 18 ans est analphabète. À travers le rap, elle raconte son quotidien et ses difficultés. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. C'est difficile parce que je ne sais ni lire ni écrire. Donc je dois enregistrer mes textes sur mon téléphone et tout mémoriser. Le jour J, les jeunes rappeuses se préparent en coulisses. L'occasion pour Ami de les conseiller sur la gestion de leur future carrière. La fille va penser juste qu'il faut chanter, il faut sortir à la télé. Alors que non, c'est des années de travail, c'est des séances de studio, c'est des années d'entraînement pour maîtriser des styles, travailler des textes. Face aux spectateurs, le temps d'une soirée. Des performances pour toucher du bout du doigt le rêve de star du rap. Un milieu dans lequel les femmes peinent à s'imposer au Mali. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.